Welcome to the, bienvenue au séminaire en informatique cognitive. Je parlerai anglais maintenant pour l'introduction parce que la présentation sera faite en français. So welcome to the Cognitive Informatics Seminar at UQAM. This week we have speakers who will be touching on themes that have been appearing frequently in this series, notably last year also, and 1 month ago with the presentation of Yoshua Bengio. Let me put it into a little bit of context. I'm not going to take, don't worry, Laurent, I won't take a lot of your time. I just want to put it into a context. It has been observed in cognitive psychology and in cognitive neuropsychology, neurobiology, that some, not all, categories, a category being a set of objects or features or states or events that that have something in common that distinguishes them from other categories. And a great deal of what it is that we do is to categorize, including just about every word of the language is the name of a category. So it's very important to know how categories are acquired and how they're represented. One of the interesting and for a long time considered to be side effects of categorization, sometimes, not always, and it would be interesting to see what Laurent and Jean-Pierre have to say about when it's predicted and when it's not predicted, but a side effect that occurs when a new category is learned, or when, actually it's more than learned, when a category is possessed by a head, is that the perceived similarity and also the psychophysical discriminability, how well you can distinguish members of the category from other members of the category versus members of other categories, changes during learning. Before learning, the members of the category all have a certain average distance from one another in similarity space or in discriminability space. And after learning, this changes. And the members of different categories look visibly or auditorily, it can happen in all sensory modalities, more different than they did before. And this capacity, this change is useful in many professions. For example, people whose specialty is recognizing biological cells, for example, with certain properties. This change in perception, which makes cells of the same kind look more similar and cells of different kinds look more different, is extremely important for the specialist. And you can also imagine many examples in ordinary learning where the capacity to quickly distinguish what is and what is not a member of a category could be adaptive and useful. Well, it was thought to be an incidental side effect, but Jean-Pierre Nadal and Laurent have published a paper that suggests that it's not just an incidental side, or it's a side effect perhaps, but it's not incidental. It may be quite essential to learning and to perception. And with that, I just want to say, I'll say a couple of words about who Jean-Pierre and Laurent are, but you already know because you've seen the bios. Laurent Bonas-Gaou is at the Telecom Paris Tech, and his specialization is machine learning. He does data analysis with research interests in neural networks, natural and artificial neural networks, music and language processing. I'll be interested if there's something music relevant here as well. Jean-Pierre Nadal is a senior researcher at CNRS and professor at École des Hautes Études en Sciences Sociales, EHESS. And he's, well,
read the bio. There are many things there. I don't want to steal more of Laurent's time telling you all of the details. Laurent, à toi, tu peux partager ton écran. OK. Très bien. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler de perception catégorielle et de géométrie des représentations internes dans des réseaux de neurones artificiels. C'est un travail en commun avec Jean-Pierre Nadal, qui est également présent et qui pourra aussi prendre des questions. Alors, ce travail essentiellement est divisé en deux parties de cet exposé ici. Une première partie qui remonte à quelques années, essentiellement, l'essentiel de ce travail, est une approche de théorie de l'information pour étudier la perception catégorielle. Il y a des outils mathématiques issus de la théorie de l'information. C'est une partie un peu plus technique que la deuxième, et je vais essayer de l'expliquer à chaque fois avec des mots essentiellement, ce que veut dire chaque élément. Et dans un deuxième temps, inspiré, disons, par cette première étude, on va étudier des réseaux de neurones artificiels, différents types d'architecture, différents types de bases de données, pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans ces réseaux lorsqu'ils apprennent à catégoriser, justement. Avec notamment à la fin quelques minutes sur la notion de bruit et comment cet apprentissage, cette géométrie qui est modifiée, va avoir une influence sur le bruit. Et donc, avant tout, qu'est-ce que la perception catégorielle? Alors, Étienne en a dit quelques mots. De toute façon, tout le monde connaît un petit peu ça dans la vie de tous les jours, une expérience commune, comme on peut la voir, tel qu'on le perçoit et tel que c'est représenté, est à travers l'arc-en-ciel. Donc, l'arc-en-ciel tel qu'il est physiquement est constitué de différentes couleurs, et en fait, il y a un changement continu dans la longueur d'onde, qui représente avec toutes les couleurs qu'on peut le voir. Et typiquement, on peut le percevoir et le représenter comme dans cette petite image à droite, avec des bandes de couleurs assez discrètes. Il s'agit là à la fois d'un ressenti au niveau de notre propre qualia, mais aussi quelque chose de quantitatif qu'on peut mesurer, par exemple en regardant la façon dont on discrimine des couleurs. Dans ces travaux de perception catégorielle, commencés dans les années 50, et par le travail de Lieberman et collègues sur la perception des phonèmes. Ils ont créé ce travail avec... Attends, j'ai un peu dans les termes, 2 secondes. Dans ce travail, les auteurs ont créé un continuum synthétique. Ils ont conçu un continuum de bas à da, donc de la consonne B à D, de bas à da, en faisant varier continuellement les formants. Donc ici, dans la petite image que l'on voit, un abscisse, on a le temps, un ordonné, la fréquence, et on a 7 stimuli différents, avec donc des bandes d'énergie que l'on voit, qui sont les formants. Et en variant la transition dans le second formant, on peut faire varier de bas à da ce que l'on peut entendre. Et ici, donc, cette caractéristique varie continuellement le long de ce signal. Et ensuite, on a demandé à des sujets, donc ces auteurs ont demandé à des sujets humains de catégoriser ces signaux. Donc ici, il y a 2 remarques à faire. D'abord, l'identification dans une transition brute, assez abrupte, d'une catégorie à l'autre. Donc ici, en abscisse, c'est les stimulus, les stimuli qu'on voit en A7. Et par exemple, si on prend B, donc la courbe avec les points noirs, pleins, on a cette courbe typique en S, où on a d'abord la catégorie B, puis après on passe à la catégorie D. Une autre caractéristique perceptive, c'est de regarder la discrimination entre stimuli contigus. Donc pour 2 stimuli proches, on regarde si les sujets sont capables de faire la différence entre ces 2 stimulus. Ce qu'on observe, c'est que cette discrimination est plus grande à la frontière entre les catégories. Et donc, c'est typiquement ce qu'on appelle perception catégorielle. Ici, on va prendre cette définition. Il peut y avoir d'autres aspects comme le temps de réaction, et ici, je parlerai essentiellement de cet aspect. Une transition assez abrupte dans la réponse en l'identification, et une discrimination qui est plus importante à la frontière, entre classes, qu'à l'intérieur d'une classe. Par la suite, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus,
pour montrer que ce n'était pas un effet qui était spécifique à la parole. On peut le trouver dans la perception des couleurs, de la musique, des intervalles musicaux, en vision aussi, avec la perception des visages familiers. C'est un effet qui peut être acquis. Et enfin, c'est un effet qui n'est pas propre à l'espèce humaine, que l'on peut trouver chez d'autres animaux également. Donc, c'est cette perception catégorielle à laquelle on s'intéresse ici. Et donc là, dans cette première partie, on va avoir une approche avec des outils de théorie de l'information pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors d'abord, voici le modèle dans lequel on se place. On considère un certain nombre de catégories, on les appelle muets. Par exemple, les voyelles de l'anglais, ici, I et R. Ces catégories ont une certaine probabilité d'arriver, c'est peut-être plus fréquent que d'autres. Donc, ces catégories se réalisent dans un certain espace. Donc ici, dans cet exemple, c'est dans un plan, c'est un espace à 2 dimensions, avec les 2 premiers formants, F1 et F2. Et chaque point que l'on voit sont des réalisations particulières de ces voyelles dans ce cas précis. Donc, chaque point a été, ça correspond à une mesure d'une voyelle qui a été prononcée par une certaine personne. Et on définit une catégorie là-dessus comme une probabilité de distribution sur cet espace. Donc P de X cherchant mu. Donc X, mu c'est la catégorie, X c'est dans l'espace physique, en sorte, ici défini par F1. Pour une voyelle donnée, pour un stimulus donné, on va avoir une activité neuronale qui va être élicitée. Donc on considère une population de neurones avec un certain nombre de neurones. Alors ici, dans cette représentation, c'est par exemple des petits neurones avec des réponses en cloche qui pavent l'espace, pas forcément évidemment de façon aussi régulière que ça. L'idée, c'est que le neurone répond à certaines propriétés de l'espace. Cette réponse est bruitée. Donc, typiquement, par exemple, en neurosciences, on peut considérer un bruit de poisson. Et donc, on va regarder les propriétés dans cet espace. Et cet espace, on va considérer qu'il définit l'espace spatial. Le but, c'est un peu de ce système, en quelque sorte, ça va être à la fin, le but est d'inférer quelle catégorie on a eu. Donc, on a entendu une certaine voyelle, on a cette activité neuronale, et il s'agit de décoder dans une dernière étape quelle est la catégorie de départ. Donc, pour ça, excusez-moi, juste une question sur cette slide. Le N en bas, il représente quoi? Le quoi, pardon? R, indice N. N, c'est l'une des catégories ou ça peut être non, le nombre de réponses arbitraires? Non, c'est qu'il y a N neurones. Donc, R, okay, c'est vecteur bon. avec R1 jusqu'à Rn, il y a N neurones. D'accord. Donc, ça, c'est la taille de votre modèle en neurones. C'est le nombre de neurones dans cet espace. OK, c'est bon. Merci. Et donc, on va essayer de bâtir une certaine fonction. On va voir après laquelle est la mieux. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop. On l'appelle G de mu sachant R. Donc, ça va être l'idée d'extraire à partir de l'activité neuronale, de décoder la catégorie. Donc, on a cette chaîne de traitement. La catégorie mu, puis un stimulus X, c'est des réalisations, qui donnent lieu à une certaine activité neuronale. Et il s'agit après de décoder cette catégorie. Donc, le but, ça va être d'estimer G mu R à partir. Le but, c'est d'avoir un estimateur qui est des probabilités a posteriori P de mu sachant X. Sachant que si on a ça, la catégorie la plus probable est celle dont la probabilité a posteriori P de mu sachant X est la plus élevée. Donc, pour ça, un coût naturel est de considérer la divergence de coût de Bike-Slider entre les vraies probabilités et notre estimateur. Ça s'écrit de cette façon-là. C'est important, c'est le terme exact pour ceux qui sont moins familiers avec ces notions. L'idée, c'est que c'est un coût entre la façon dont on estime et la réalité. Ce qui est intéressant, après un peu de travail, c'est qu'on peut en fait écrire cette fonction de façon plus simple en la décomposant en 2 parties. Une partie de codage et une partie de décodage. Donc 2 coûts différents. Le coût de codage correspond à la différence entre 2 informations mutuelles. L'information mutuelle, c'est une mesure qui permet de quantifier la dépendance statistique entre deux variables. Donc ici, ce coût de codage, on va développer tout à l'heure ce terme, s'écrit comme la différence entre 2 informations mutuelles, l'information mutuelle entre les catégories et les stimulus, moins l'information mutuelle entre les catégories et l'activité neuronale. Et un coût de décodage, qui lui s'écrit comme, encore une fois, une divergence au coût de Bike-Slider entre les probabilités de mu sachant R et notre estimateur. Donc,
on va voir directement les conséquences de ça, qui sont assez évidentes en fait. Minimiser le coût de byte, de bayésien ici, ça va conduire pour la partie de décodage à avoir G de mu sachant R égale P de mu sachant. Donc, dit comme ça semble assez évident. C'est-à-dire qu'on a cette activité neuronale. La meilleure façon d'estimer la catégorie, c'est en fait de construire un estimateur qui estime la P de mu, donc la probabilité de la catégorie, sachant l'activité neuronale. Pour la partie de codage, on a si là on considère fixe les catégories, on s'intéresse au codage. Maximiser le codage, avoir une couche de codage optimale pour représenter les catégories, ça va impliquer maximiser l'information mutuelle entre les catégories et l'activité neurale. Donc on s'intéressait essentiellement à ce point. Cette information mutuelle donc, caractérise l'efficacité de codage, à quel point l'activité neuronale donne de l'information sur les catégories. Alors d'abord, une présentation du résultat principal avec des mots, et ensuite on verra les équations qu'on va décortiquer. D'abord avec des mots, dans une limite ici avec un grand nombre de neurones, plus largement en fait avec une limite de fort rapport simulation-bruit, on obtient que cette information mutuelle entre catégorie et activité neuronale est égale à contenu informatif du signal. Donc en fait, il s'agit de l'information mutuelle entre les catégories et le signal et les stimuli. Donc c'est une sorte de bande supérieure, on ne pourra pas faire mieux que ça. Moins un terme qui correspond à la moyenne dans l'espace d'entrée entre, au numérateur, l'incertitude en catégorisation et au dénominateur, la sensibilité neuronale. On va détailler maintenant cela plus mathématiquement. Voici l'équation qu'on va prendre point par point. L'information mutuelle entre catégorie et activité neuronale est égale à l'information mutuelle entre catégorie et stimuli, moins ce terme correctif, c'est 1,5 fois la moyenne sur l'espace d'entrée du rapport entre deux informations de Fisher. L'information de Fisher F4 de X et F4 de X. Et on va discuter chacun de ces points. D'abord F4 de X. F4 de X est l'information de Fisher qui caractérise l'incertitude en catégorisation. Elle est indépendante du code neuronal et ne concerne que les catégories. Voyons, elle peut aussi s'écrire de cette façon-là, la somme de P' carré sur P. Donc, ça peut permettre d'avoir une autre intuition sur cela. Regardons l'exemple en bas à droite. En haut, sur la courbe, c'est une courbe en S, typique du genre de courbe de réponse. Donc en 0, en gros, on aurait une catégorie et en 1, une autre catégorie. Exactement comme tout à l'heure, on avait bas et tas. Et la réponse pour le B était ce genre de courbe en S. Donc ça, c'est la probabilité de mu 0 ici, sachant X, la première catégorie. Donc la pente est la plus grande à la frontière entre les deux catégories, ici au milieu. Et donc en bas, en dessous, cette information de Fisher qu'on visualise et un pic à la frontière entre les catégories. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est cette information, et elle est plus grande entre catégories. Donc, c'est une sorte d'incertitude sur la catégorisation. Maintenant, l'information de Fisher, F-code de X. Donc, celle-là, elle est indépendante des catégories, et elle caractérise le code neuronal. Elle caractérise la sensibilité de ce code à de petites variations dans l'espace d'entrée. Comment l'activité neuronale change lorsqu'on change un peu le stimulus. Elle est reliée à une notion qui s'appelle la D', à la discriminabilité, qui est utilisée en psychophysique. Et pour voir ça, on peut avoir deux façons de voir comment elle caractérise la géométrie locale. Pour deux points, x et x plus delta x, c'est deux points qu'on va appeler proches dans l'espace d'entrée, dans l'espace physique, disons, on peut vouloir regarder comment dans l'espace neuronal, ce que Étienne a appelé tout à l'heure l'espace de similarité, ici on considère l'espace neuronal, on peut regarder comment varie cette distance. Donc une façon naturelle de faire, c'est de comparer les distributions d'activité neuronale qui sont induites par un stimuli et l'autre. Donc pour l'ensemble pour toute une famille de distances entre ces deux probabilités, donc la probabilité de R sachant X et de R sachant X plus delta X, on peut montrer que localement, cette quantité est proportionnelle à l'information de Fisher F-code de X. Autrement dit, F-code de X donne localement, dans l'espace neuronal, une sorte de géométrie où si F-code est grand, c'est comme si l'espace était dilaté, et s'il est petit, c'est comme si c'était compressé. Une autre façon complémentaire de voir cette information de Fisher est à travers la borne de Cramer-Raoult. Lorsqu'on a un stimulus, il évoque une activité neuronale. Admettons qu'on regarde que cette activité neuronale et on se demande quel a été le X qui a donné cette activité neuronale. On va l'estimer et on va faire plus ou moins une erreur.
la variance de cette estimation, il va être borné par l'inverse de l'information de Fisher. Donc, et ça, on verra plus vers la fin, comment on peut reconnecter cette vision, disons, qui sont un peu duales, qui sont complémentaires de l'information de Fisher. Juste un mot pour dire que, on va voir le détail plus tard, mais cette équation ici est présentée à une dimension, mais en fait se généralise d'autres cas, à des cas à 4 dimensions, où à la place d'information Fisher, on a des matrices d'information Fisher, mais essentiellement c'est la même formule, à des cas aussi où les courbes de réponse des neurones ne seraient pas différenciables, même, elles seraient carrées, à des cas avec un seul neurone avec un plus faible, etc. C'est quelque chose qui est assez robuste et qu'on retrouve dans pas mal de cas. Donc de ceci, on peut voir, en fait, si on résume, que la perception catégorielle émerge assez naturellement. On a vu que l'information de Fisher F4 donne l'incertitude en catégorisation, et donc elle est la plus grande entre catégories, dans les cas où c'est le cas, avec ce type de regroupement. Si on optimise le code neuronal, que ce soit par l'évolution, par l'apprentissage, donc c'est-à-dire on va maximiser l'information mutuelle entre catégories et code neuronal, alors on va vouloir augmenter l'information de Fisher F-code, là où F4 est déjà grand. Or, on a vu qu'une valeur plus grande de F-code de X veut dire une plus grande sensibilité du code neuronal, c'est une meilleure discrimination, une grande sensibilité à des petits changements de stimulus, donc une meilleure discrimination. Donc, on obtient au final que l'apprentissage de catégorie implique une plus grande discrimination entre catégories qu'à l'intérieur d'une catégorie, c'est-à-dire typiquement la perception catégorielle. Donc, dans cette deuxième partie, je vais présenter comment cette première étude peut se guider un petit peu une étude sur les réseaux de neurones artificiels et la perception catégorielle dans les réseaux de neurones artificiels. On va faire différents cas et cette partie sera avec plus d'expérience numérique. D'abord, dans la première partie de cette deuxième partie, on va faire des expériences numériques en copiant un petit peu, en s'inspirant vraiment de ce qui a été fait en neurosciences, peut-être encore fait d'ailleurs, en neurosciences et en sciences cognitives, dans l'étude de la perception catégorielle. Donc d'abord, on choisit une tâche de catégorisation. Donc ici, en machine learning, en apprentissage massif, on dispose de tout un ensemble de bases de données. Typiquement, là, on va utiliser une base de données de chiffres écrits et des bases de données d'images naturelles. Ensuite, on choisit une architecture neuronale. Donc, par exemple, c'est ce qu'on utilisera dans cette présentation, perceptron multicouche ou des réseaux neurones à convolution. Donc, cette architecture neuronale, on l'entraîne par apprentissage supervisé sur cette tâche de catégorisation. Indépendamment, on génère un continuum. De même que dans l'histoire, au tout début, dans l'expérience de Lieberman, ils ont créé ce continuum entre bas et bas. Là, on va créer des continuums entre deux éléments de cette base de données, donc plusieurs continuums. Et enfin, on va étudier la perception catégorielle en présentant ces séquences, et on va voir comportementalement et dans le détail neuronal ce qui se passe pour étudier les effets de l'apprentissage sur les représentations. Alors, on va commencer avec un exemple extrêmement simple pour fixer les idées, qui est une sorte d'exemple joué un petit peu, voilà, juste à une dimension. On considère une ligne avec deux catégories gaussiennes, centrées donc de part et d'autre de 0. La tâche est apprise par un réseau perceptron multicouche, avec une couche cachée. Et le continuum qu'on utilise ici est simplement en fait, des points régulièrement répartis sur cette ligne. Donc on trouve la chose suivante. Alors la figure, l'axe des X, c'est donc ce continuum, c'est aussi l'espace, c'est une dimension. Les lignes pointillées bleu et rouge correspondent aux probabilités a posteriori de la catégorie 1 et 2. Donc par exemple, si on prend la bleue, on retrouve cette courbe en S typique, qu'on a vu plusieurs fois déjà. Et la courbe noire représente la distance neuronale. Donc dans cet espace neuronal, pour deux stimulus qui sont deux stimuli contigus, on va comparer la distance, les activités neuronales en regardant leur distance. Ici, c'est la distance cosinus. Donc, ce qu'on voit sur cette figure, c'est qu'on a bien, après apprentissage, une plus grande distance neuronale à la frontière entre les catégories.
donc perception catégorielle. Voyons maintenant un exemple un petit peu plus complexe, avec une base d'apprentissage qui est un classique dans la littérature sur l'apprentissage machine, qui est la base AMINIST. C'est une base de chiffres écrits à la main. Une base assez importante, on a 60 000 images dans la base d'apprentissage et 10 000 images dans la base de test. Il y a 10 classes. Ici, chaque ligne correspond à une classe, donc les chiffres de 0 à 9, et chaque colonne correspond à un exemple. Évidemment, il y en a beaucoup plus, mais là, c'est juste pour marquer un petit peu les idées. Le réseau qu'on considère est un réseau, un perceptron de 10 couches avec 3 couches cachées. Ici, en fait, le but va être de pouvoir comparer les différentes couches. Et c'est une tâche que le réseau réussit très bien, ça c'est une tâche aujourd'hui qu'on fait depuis longtemps, et avec le réseau arrive à apprendre la tâche avec plus de 98% de bonnes réponses. Ensuite, on génère un continuum, en fait, des continuums, à partir de la base de test. Pour cela, en 2 mots, on a bâti un autoencodeur qu'on a fait apprendre sur la base d'apprentissage. Le but était on lui donne un chiffre à l'entrée et il doit le reproduire avec une forme typique d'un autoencodeur, avec un bottleneck. Et en fait, l'interpolation ici est faite à l'intérieur de cet espace latent, qui permet d'avoir une sorte de morphing assez souple d'une catégorie à l'autre. Donc voici quelques exemples. Par exemple, la première ligne, on va de 4 à 9. Alors les points extrêmes sont dans la base de test. Les points au milieu sont générés grâce à cette méthode. Ici, par exemple, on va de 4 à 9 en fermant avec cette fabrique. Si on peut prendre un autre exemple sur la ligne 4, on va de 1 à 7 en s'inclinant un petit peu, puis en agrandissant la barre. Donc on peut présenter chacun de ces continuums au réseau. Ici, je ne vais pas présenter, mais en fait, on a perception catégorielle sur chacun de ceux-là. Si je vais présenter un résultat moyen, où on aligne toutes les frontières pour que le message aussi le réseau, et on regarde les résultats par couche. Et donc, on obtient ce résultat suivant. Ici, à 0, c'est l'alignement avec la frontière. La ligne en pointillé bleu correspond si on a répondu bon à la couche, à l'élément de gauche, et la courbe en rouge pour l'élément de droite. Donc d'abord, le réseau a bien catégorisé tous les points, et il est bon là-dessus. Et ensuite, du rose clair, disons, jusqu'au violet foncé, ce sont la distance neuronale, peut-être qu'on a vu ce que c'était, pour chacune des 3 couches cachées. Donc première chose, on voit qu'il y a à nouveau, on a la perception catégorielle qui émerge naturellement, on s'y attendait. Et phénomène également intéressant, c'est qu'en fait, il s'agit d'un phénomène gradient, graduel. Plus la couche est profonde, plus cet effet de perception catégorielle est prononcé. Un dernier exemple dans cette idée de copier les expériences en sciences cognitives avec des continuums. Ici, un exemple plus complexe avec des images naturelles et un réseau plus profond. La base de données utilisée est la base Kaggle de chat-chien. C'est une base qui contient 25 000 images. Donc, on garde 80% des images pour la base d'apprentissage et 20% pour la base de test. Ici, voici quelques exemples de la base d'apprentissage. Donc, à gauche, voici quelques exemples de chiens, et à droite, de chats. Le réseau de neurones utilisé est un réseau à convolution assez profond, avec 10 couches cachées. Il s'agit en fait de 3 blocs. Chaque bloc, il y a 2 couches de convolution, une couche de max pooling. Ça définit un bloc. On en a 3 comme ça. Et enfin, une couche de global average pooling, juste avant celle de décision. Et on doit dire, est-ce que c'est un chat ou un chien? Donc après apprentissage, la performance en classification est d'à peu près de 95%. Donc là, on peut considérer, disons, que le réseau a appris la tâche. Et là, on va présenter un continuum au réseau. Alors ici, ce continuum a été généré avec un réseau qu'on appelle GAN, Generative Adversarial Network, réseau adversarial génératif, qui était entraîné sur ImageNet, une très grosse base de données d'images naturelles, avec plus de 1000 catégories. Donc c'est ici, ce réseau, disons, est complètement indépendant du premier réseau de la première tâche. Et on génère grâce à ça un continuum ici qu'on a choisi circulaire,
Donc, on va d'un chien tout à gauche à un chat, puis un autre chat, puis un autre chien, et on revient au chien de départ. L'idée en faisant ça, c'est de pouvoir aller d'une catégorie à l'autre, mais aussi de se balader à l'intérieur de la même catégorie, faire une sorte de contrôle. Donc, on fait ça deux fois on traverse, et deux fois, on se balade à l'intérieur de la même catégorie. Voici le résultat. D'abord, les pointillés bleus et rouges, qui sont donc les réponses du réseau. On voit que le réseau a réussi à catégoriser les différentes images en chat ou en chien. Déjà assez remarquable en soi, il y a quelques années. Aujourd'hui, on est habitué à ça, mais au fond, c'est quand même assez remarquable. Donc, notamment, là où il y a les pointillés, ce sont les points de départ à chaque fois. Et donc, on a bien la bonne réponse, un chat, enfin, un chien, un chat, etc. Ensuite, si on regarde les lignes entre plein, qui vont donc là encore du rose clair, qui sont les premières couches, jusqu'au violet plus foncé. Si on regarde les deux premières couches, alors là, je ne présente pas toutes les couches sur les 10 couches, je vais présenter sur la dernière couche de convolutionnel de chaque bloc et la toute dernière couche avant la décision, c'est-à-dire 4. Si on regarde les deux premières couches de convolutionnel qu'on présente ici, on voit qu'il n'y a pas de perception catégorielle, pas de pic en frontière, mais plus ou moins un peu plat comme ça. En fait, on voit qu'ici, il y a un pic qui a l'air au moment où ce chien tire la langue. Et on a le sentiment que cette distance reflète en fait les différences dans l'espace d'entrée, dans l'espace des pixels. En fait, on peut s'amuser à regarder ces différences dans l'espace d'entrée. Ici, c'est la figure du haut. C'est exactement la même figure, sauf que là, en vert, c'est la courbe qui regarde la distance dans l'espace des pixels. Et on voit effectivement qu'il y a ici un pic. Ensuite, la dernière couche de convolution dans le dernier bloc, je vais y revenir après, je vais plutôt parler de la toute dernière couche avant la décision. C'est une couche intéressante qui est en violet foncé et qui est du genre un peu un effet très fort de perception catégorielle, du type tout ou rien. À l'intérieur d'une catégorie, on n'a aucune discrimination, et entre catégories, on a ici cette discrimination, comme si la discrimination était faite uniquement sur les étiquettes. Et enfin, entre les deux, donc cette couche en violet plus clair, qu'on voit ici, on a un mélange de ces deux comportements. On a un pic de discrimination à la frontière entre les classes et quelque chose qui n'est pas nul à l'intérieur des classes. Donc c'est le genre de comportement qui est très intéressant. On a un mélange un petit peu d'une capacité à être capable donc, à discriminer à l'intérieur d'une classe, mais quand même, l'espace est dilaté entre les classes. Ici, juste très rapidement, un autre exemple, c'est pas un exemple qui a été spécifiquement choisi. Voilà un autre exemple avec différentes poses. Ici, on les voit plus de pieds en entier. Toujours chat, chien, c'est la même chose. On voit que le résultat est robuste avec ce même genre de comportement, des bonnes performances sur qu'est-ce qui est un chat et un chien, et ce comportement extrême, les premières couches qui ne sont pas catégorielles, les dernières qui l'est extrêmement, et entre les deux, vraiment un comportement mixte. Donc à présent, là, toutes ces expériences utilisent un continuum. Excusez-moi, juste une question, je pense que je vous ai perdu quelque part. Vous définissez comment la distance neuronale? La distance neuronale, donc pour deux activités, donc X1 donne une activité R1, par exemple, X2 une activité R2, et on regarde la distance cosinus entre les deux activités. Ah, ok, d'accord. C'est beau, merci. Donc, Une analyse, là, on passe à quelque chose d'un peu différent. Jusqu'à présent, on a fait des analyses qui limitaient un petit peu ce qu'on pouvait faire en sciences cognitives, en neurosciences, avec l'utilisation de continua pour étudier la perception catégorielle. Là, on va faire une analyse complémentaire qui s'affranchit de cette utilisation, où on va directement regarder un petit peu les différences à l'intérieur de classes ou entre classes, avec un index que je vais présenter, qui essaie de quantifier la séparabilité des catégories à l'échelle d'une population neuronale. L'idée, c'est que si on ne sépare vraiment pas bien au niveau neuronal, si on prend 2 points à l'intérieur de catégories ou 2 points qui sont entre catégories, au fond, ces activités neuronales vont être tout aussi loin. Par contre, si on sépare vraiment très bien, si les catégories font des jolis clusters vraiment très éloignés, alors à l'intérieur d'une catégorie, il y aura très peu de différence dans l'activité neuronale. Entre catégories, par exemple, par contre, les motifs, les patterns, les motifs d'activité vont être très différents.
Donc là, c'est pour fixer un peu les idées, voilà ce qu'on a par exemple. Ici, c'est un cas qui est tiré d'un réseau précédent, qui était sur MNIST. Ici, c'est la première couche avant apprentissage. Un abscisse, c'est la distance neuronale. Et donc, on a deux distributions. Distribution de distance pour deux éléments, donc au niveau de cet espace neuronal, deux éléments qui sont à l'intérieur d'une classe et deux éléments qui sont entre classes. Ici, on voit que même apprentissage, il y a déjà une séparation. Ça, c'est parce que c'est un exemple assez simple où les chiffres sont déjà séparés au fond dans l'espace des pixels. Par exemple, en 0 et en 1 sont déjà assez séparés. Dans les exemples plus complexes d'image naturelle, typiquement, avant apprentissage, c'est beaucoup plus recouvert. On peut faire ça avant, après apprentissage. Ici, c'est cette même couche, par exemple. Il y a une séparation un peu plus grande. Et on peut comparer les couches. Par exemple, ça, c'est la dernière couche de ce même réseau où les catégories, ces distributions sont bien séparées. Donc, ici, l'index quantifie en fait la distance entre ces distributions. Et il donne une valeur, puis après, on peut comparer dans différentes. Donc, on obtient ce genre de choses. D'abord, regardons en haut à gauche. C'est un cas donc, de perceptron multicouche avec 3 couches en abscisse. Un ordonné de cet index de catégorie qualité. Donc, perceptron multicouche, MNIST. Les traits en pointillés, c'est pour un réseau qui n'a pas été encore appris. Et le trait plein pour un réseau qui a été appris. À côté, c'est pour MNIST, mais avec un petit réseau à convolution, avec 2 blocs, avec 2 couches de convolution, une couche de max connue, c'est répété, et une couche dense. Donc là, pareil, et la dernière en bas, c'est un réseau qui a été préappris sur ImageNet, disponible, qui s'appelle VGG16. Donc c'est un réseau assez profond à la convolution, et qui ici a été préentraîné sur ImageNet, cette base, cette assez très grande base d'image naturelle, avec 1000 catégories. Donc quels sont les résultats? On voit que les résultats sont typiquement très similaires à ce qu'on obtenait avec cette perception catégorielle avec les continuums. C'est-à-dire qu'on a que la catégorialité augmente après apprentissage. Cette catégorialité augmente aussi avec la profondeur du réseau. Plus on est profond dans le réseau, plus cette catégorialité augmente. On a que les couches denses sont plus catégorielles que les couches de convolution, en tout cas les premières. Ce qui est assez logique, si on passe à un réseau de convolution, typiquement les premières couches ressemblent à des Gabor, à des filtres de Gabor, donc elles servent à détecter des lignes, par exemple, soit pour un chat ou pour un chien, mais c'est quelque chose de très générique et qui n'est pas propre à des catégories. On voit par exemple sur donc les couches proches de l'entrée ne sont pas catégorielles. On voit sur l'exemple profond, il y a toute cette première partie des couches qui est totalement pas catégorielle, qui est similaire à un réseau qui n'est pas entraîné. Et ensuite, cette catégorialité augmente jusqu'à finir très élevé. Ce qui veut dire aussi que le réseau se spécialise d'une certaine façon. Il devient plus propre à la catégorie qu'il a apprise. Dans cette dernière partie, je voudrais parler un peu de cette conception un peu duale de la géométrie à travers le bruit, et notamment dans les cas d'une étude de Luthier et collègues de 2015, qui essaie de voir le dropout, le bruit neuronal, comme une technique d'augmentation de données. Donc, je vais expliquer un petit peu ce que ça signifie. Donc, pour un input, pour une entrée donnée X, on va générer une activité neuronale. Cette activité est bruitée. On peut ensuite calculer l'estimation X chapeau de R de cette entrée qui aurait donné une activité neuronale aussi proche et sans bruit. Si on répète ça plusieurs fois, en fait, on voit que pour un même X, on va avoir plusieurs entrées virtuelles. Donc, c'est ce que propose Luthier et collègues, où au final, grâce au bruit, c'est comme si on augmentait le jeu de données. La taille de la base d'apprentissage est assez critique quand on apprend ce genre de modèle. Et donc, au fond, l'idée qu'ils proposent, c'est que lorsqu'on a du bruit neuronal, en fait, on augmente le jeu de données. C'est pour ça qu'on a de meilleures performances. Ici, on va aller un peu plus loin en essayant d'étudier comment en fait, cette augmentation a lieu, comment l'apprentissage, comment la représentation qu'on peut avoir va modifier les propriétés de cette augmentation. Donc, pour un X donné, on peut répéter ça pas mal de fois. On peut regarder la variance de ces estimations.
Donc, si on se rappelle ce qu'on a dit dans la première partie, avec la borne de Cramer-Rao et l'information de Fisher, on a vu qu'il y avait un lien entre variance et Fisher. Donc, on s'attend à ce que la variance de ces estimations soit plus petite entre les catégories qu'à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose qu'on a regardé. Ici, je remets le cas à une dimension de tout à l'heure. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, avec notamment cette perception catégorielle d'une distance neuronale plus grande en frontière. Et ici, donc pour chaque x, on a fait cette opération de générer plusieurs activités normales, puis plusieurs estimations, et on regarde cette variance. Et donc là, c'est ici 1 sur la variance, et on voit qu'elle se comporte comme la distance neuronale. Donc on a une autre façon de dire, c'est que la variance est plus petite à la frontière entre les x. Sachant que le bruit est le même partout, le bruit qui est appliqué au neurone. On va pouvoir faire ça d'une autre façon avec un cas bidimensionnel. Donc là, c'est 2 dimensions. On va prendre le temps de décortiquer la petite figure à gauche. On a 2 catégories gaussiennes, centrées une en bas à gauche, l'autre en haut à droite, ce carré. Les petits triangles désignent les stimuli individuels. Et ensuite, on va essayer de regarder comment dans cet espace, comment est la représentation neuronale à différents points de cet espace. Donc pour cela, on va la sonder en faisant une grille de 5 par 5. Ce sont les points noirs les plus gros. Pour un point donné, on va répéter 100 fois l'opération de le présenter au réseau avec un bruit dans l'activité neuronale et faire cette opération de chercher des estimations. Donc là, on les visualise directement avec ces petits points gris. Et autour de chaque point, on a une ellipse qui donne l'essentiel de là où se trouvent les points. Donc là, on voit vraiment ce côté data augmentation, augmentation de données. À partir d'un point, on se retrouve avec plein de points. Ce qui est intéressant, c'est que cette augmentation n'est pas uniforme dans l'espace. La variance de ces estimations, d'abord, est plus petite près de la frontière, comme on a vu, cette version un peu duale de la perception catégorielle. Cette variance n'est pas isotropique, elle est essentiellement dans la direction perpendiculaire à la frontière. Donc la frontière ici, c'est le trait un peu blanc. Donc on a la catégorie 1 en bleu, la catégorie rouge, la catégorie 2 en rouge. Et entre les deux, donc un peu blanc. C'est ce qui correspond à la frontière entre les classes. Et donc perpendiculaire à cette frontière, la variance diminue. Donc, à mon sens, il y a une interaction intéressante ici entre bruit et représentation induite par l'apprentissage. On peut voir au cours de l'apprentissage comment ça se modifie. Ici, c'est la même figure que tout à l'heure, puisqu'on voit qui est ici à droite, qui est après apprentissage, et tout à gauche, c'est avant apprentissage. Et au milieu, c'est un peu entre les deux. Ce qu'on voit, c'est qu'avant l'apprentissage, ce bruit est isotropique, il n'est pas influencé, il peut être assez gros. Ensuite, avec l'apprentissage, on voit qu'en fait, il va diminuer là où il faut qu'il diminue, parce que typiquement, admettons qu'on parte d'un point dans une catégorie, la catégorie bleue, on n'a pas envie qu'un point aille de l'autre côté, et de l'autre rouge. Par contre, bien à l'intérieur des classes, on a une grande variabilité. Donc cette idée peut donner une nouvelle vision de dropout. J'explique un tout petit peu plus ce que dropout, j'en ai déjà parlé un petit peu. Ça a été introduit par Shrivastava et collègues en 2014. C'est un bruit multiplicatif appliqué aux sorties de neurones. Donc classiquement, c'était 0 ou 1, c'est-à-dire en fait, on prend la sortie ou pas, donc un bruit Bernoulli. Mais dans l'article, il parle aussi de Gaussian dropout avec un bruit multiplicatif type Gaussian, et qui donne d'aussi bons résultats que le dropout plus classique. Donc c'est une technique de régularisation très, très classique, toutes ces dernières années, en tout cas, dans la progression neuronale artificielle. Donc, si je reviens à l'image précédente, ici, le fait d'avoir appris les catégories, on se retrouve avec un système où, en fait, si on met du bruit, et ce qu'on en met beaucoup, ça va être en quelque sorte intelligent, adaptatif à la structure. Et donc, le système va permettre d'avoir plein de bruit à l'intérieur des catégories, et à la frontière, moins. Donc, c'est ce qui est une bonne chose. Et donc, on s'attend à ce qu'on puisse mettre du bruit, et que ça soit bénéfique, là où c'est permis avec ça. C'est-à-dire où la catégorialité est importante. C'est-à-dire après apprentissage, il faut avoir appris, c'est l'image juste avant, dans les couches plus profondes, dans les couches plus denses par rapport à des couches convolutionnelles, dans les couches convolutionnelles, dans les couches un peu plus profondes que celles qui sont vers l'entrée, etc. Or, il s'avère que toutes ces remarques correspondent en fait à des heuristiques qui sont adoptées par la communauté, des observations empiriques
Et donc là, cette vision permet d'unifier un petit peu toutes ces pratiques, et même si du travail reste pour essayer de vérifier plus en détail de façon plus systématique. Alors, une conclusion, on a vu que dans ce cadre, la perception catégorielle implique l'apprentissage de catégories implique naturellement perception catégorielle. On voit qu'en fait, on a des effets tout le temps de ce qu'on a pu appeler par le passé des boundary effects, des effets de frontières. Au tout début, la perception catégorielle était vue comme quelque chose éventuellement de tout ou rien, avec aucune discrimination à l'intérieur et 100% entre. C'est quelque chose qu'on n'a jamais trouvé expérimentalement. On trouve systématiquement de la discrimination à l'intérieur des catégories et une pique de discrimination entre. Et c'est typiquement là ce que l'on trouve. En fait, on trouve même un gradient dans ces phénomènes. C'est quelque chose de totalement continu dans les premières couches, totalement discret dans les couches de décision. Et entre les deux, quelque chose qui se bâtit, qui émerge, où on a à la fois de l'information individuelle et de l'information catégorielle qui bâtit petit à petit. Une remarque, ça correspond assez bien à ce qu'on sait de notre système visuel. Les premières couches du genre V1 ont une représentation non catégorielle. Les couches de décision à la fin, type dans le cortex préfrontal, sont beaucoup plus discrètes, reprennent une catégorie, y compris à l'échelle d'un neurone individuel. Par contre, entre les deux, typiquement dans le cortex inférotemporal, on a un mélange entre toutes ces informations. Et de façon très importante, cette information, notamment l'information catégorielle, elle ne peut se voir qu'à l'échelle de la population neuronale. Dans toute cette présentation, à chaque fois, j'ai travaillé à l'échelle de la population, on a travaillé à l'échelle de la population neuronale. Et si on regarde un seul neurone, on passe à côté de cette information. Et enfin, le dernier point qu'on vient de voir, on suggère en fait que l'impact du bruit dans le réseau, même si le bruit lui-même reste, sa valeur, par exemple, reste la même, elle dépend en fait de la géométrie qui a été apprise. Donc, elle dépend de l'apprentissage, elle dépend des étapes de l'apprentissage, elle dépend de la profondeur dans le réseau et du nombre d'exemples qu'on a pour apprendre, etc. Donc, voilà, merci. I would like to thank the presenters for a very fascinating and stimulating talk. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation, pour la discussion.